Bienvenue au CAE de Paris, au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Laurence Dufort, je suis la directrice du CAE. Et donc, on lance ce soir le concours étudiant Habiller les palissades du chantier Notre-Dame. On va vous proposer une première partie de soirée avec des temps de présentation et puis ensuite un petit atelier. Vous avez vu, il y a des choses qui vous attendent dehors. Je vais vous préciser le déroulé tout de suite, mais je vous présente avant d'attaquer le déroulé nos invités, nos partenaires qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous ce soir pour lancer cet événement. Donc j'ai à mes côtés Jean-François Mangin, qui est le chef de la mission Grand Projet du secrétariat général de la ville de Paris, ainsi que Eva Feuillard, qui est également chargée de mission, chef de projet, pardon, je l'ai sous les yeux en plus, chef de projet à la mission Grand Projet du secrétariat général de la ville de Paris. Et enfin, Manon Besançon, chef de projet également au CAE de Paris. Merci à tous les trois d'être là. Donc, on a un programme assez dense ce soir. Hop, voilà. On va vous proposer un premier temps de présentation sur les enjeux du projet de transformation Notre-Dame, ainsi que le projet en lui-même. Vous allez découvrir ce qui va se passer autour de la cathédrale, sur les abords du site, et puis on va vous parler un peu de l'organisation du chantier, et ensuite on vous expliquera tout sur le déroulement du concours et ses objectifs. Ensuite, on vous proposera de vous réunir à nouveau dans la cour pour un temps d'atelier. On a appelé ça les ateliers meet-up. L'objectif étant de vous inviter à faire connaissance les uns avec les autres pour constituer des équipes pour ce concours. Et puis, vous aurez bien sûr ensuite la possibilité de boire un petit verre, de grignoter quelque chose parce que ça va être une soirée assez chargée. Et du coup, on va démarrer tout de suite. Je vais changer de diaporama et je vais passer la parole à Eva. Je te laisse prendre le micro qui est devant toi si tu veux bien, Eva. Vous entendez bien? Est-ce que je vais y arriver? Hop. Tiens. Donc bonjour à toutes et à tous. Mon objectif, c'est en 10 minutes de vous dresser un petit peu les ambitions de la ville de Paris pour ce site des abords. Et je laisserai ensuite la parole à Jean-François pour vous détailler le projet d'aménagement. En 2019, la cathédrale brûle. En parallèle de la reconstruction annoncée, la ville de Paris s'est engagée pour accompagner le renouveau du site et des espaces publics attenants. On parle d'un périmètre d'environ 4,5 hectares qui se structure, comme vous le voyez en orange, par la rue de la Cité sur la partie de l'extrémité de cette île, et de l'autre côté, le mémorial des martyrs de la déportation à l'autre extrémité de l'île de la Cité, avec le quai de l'Archevêché. Au centre, on a sur la pointe, on a les deux squares d'Île-de-France et le square Jean 23, la cathédrale bien sûr, le parvis Notre-Dame, sans oublier le sous-sol qui était en 2019 occupé par un parking. Et bien sûr, la crypte archéologique qui est un des musées de la ville de Paris, également en sous-sol. Ça nous amène à parler des acteurs, puisque vous le voyez, sur ces différents sites, on a en fait différents acteurs. La cathédrale, avec le diocèse et l'établissement public qui a été chargé de reconstruire la cathédrale. Le mémorial des martyrs de la déportation, on en parlera un peu plus tard, et je remercie Madame Brunet d'être dans la salle avec nous qui gère ce mémorial, géré par donc le ministère des Armées et les deux squares. Est-ce que j'oublie d'autres personnes? Bien sûr, Paris Musée, donc on a des acteurs aussi qui interviennent sur ce musée de la ville de Paris. Et le diocèse, j'en ai parlé? Pour lancer ce projet d'aménagement, on a réalisé un certain nombre d'études. Toutes les études vous seront données par le CAE, qui nous ont permis de comprendre quels étaient les enjeux. Une étude bien sûr historique, une étude urbaine portée par la PUR, un diagnostic paysager. C'était important pour nous de comprendre comment le site était étroitement lié à son paysage. Et une étude sémiotique qu'on vous invite à lire pour comprendre aussi quel est ce sens finalement de ces abords et comment l'histoire a structuré aussi une vision qu'on a pu avoir de cette cathédrale. Je voudrais revenir rapidement, je ne vais pas développer toute l'histoire de ce site passionnante, mais pour vous raconter que le parvis n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui, vous vous en doutez. On voit ici, on peut distinguer trois grandes époques. La première qui correspond au parvis médiéval, globalement qui subsiste jusqu'au XVIIIe siècle. On voit ici un tissu urbain beaucoup plus resserré.
Et donc là, on voit encore des traces aujourd'hui de ce parvis qui est expliqué sur la cathédrale, un parvis beaucoup plus resserré, avec une fontaine ici. On est en 1699. Et construit, on voit ici des bâtiments, un ancien hôpital des enfants trouvés. Et en fait, il va connaître l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui et se structurer au XIXe siècle. On voit ici les travaux de destruction de cet hôtel-dieu qui donnait autrefois sur la Seine. C'est véritablement à cette époque-là et sous Haussmann que le parvis qu'on connaît aujourd'hui va se structurer et retrouver en fait une taille beaucoup plus importante, un rapport qu'on avait autrefois, une vision beaucoup plus ascendante de la cathédrale principale, de la façade principale du parvis, va aujourd'hui se structurer en une vision beaucoup plus horizontale. On voit aussi le rapport à la Seine qui sera très important dans le projet. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les cagnards qui structurent du coup ces espaces sur la Seine. Au XXe siècle, le parvis est en réalité un vaste parking. Et donc la ville de Paris va lancer des travaux d'aménagement pour créer un parking en sous-sol. À ce moment-là, on va trouver un nombre assez incroyable de vestiges et on va choisir d'en laisser une certaine partie en place, ce qui va donner le futur musée de la crypte archéologique. Vous voyez ici les photos du musée construit et de l'espace de parking qui sera du coup déporté sur une partie plutôt vers la Seine. On a également travaillé sur le caractère paysager du site pour comprendre aussi que les arbres vont structurer, et ce patrimoine paysager va structurer aussi la lisibilité et la compréhension de ce site. Vous voyez ici la carte des permanences historiques qui traite aussi bien du bâti que du végétal. Ça va nous amener aussi à comprendre comment les vues principales vers la cathédrale ont structuré sa compréhension. Vous voyez ici les principaux cônes de vue et donc nous, dans notre programme, on a demandé aux maîtres d'œuvre de travailler sur ces vues. On en arrive aux principales orientations de la ville. Donc après avoir réalisé toutes ces études, on retient quatre grands objectifs qui ont été votés en Conseil de Paris en 2021. Vous les voyez ici. L'idée de préserver, de révéler la richesse historique, patrimoniale, paysagère du site, de diversifier les usages dans le temps et dans l'espace. On aura quelques slides pour comprendre aussi l'importance de ce sujet, d'offrir des parcours fluides, agréables, sécurisés pour toutes et pour tous, et de renforcer bien sûr la qualité environnementale du site. Là, je vais vous parler un petit peu des grands points de tension de ce programme qu'on a invité à résoudre. L'idée, c'était d'allier la monumentalité et la symbolique du site à la dimension d'espace public, la dimension d'un espace public parisien du quotidien. En fait, sur le site des abords de la cathédrale, on a à la fois cette façade monumentale qui va accueillir un public, aujourd'hui je pense qu'on avait 30 000 visiteurs dans la cathédrale, et en même temps des espaces beaucoup plus confidentiels, notamment dans les squares. Donc tout l'enjeu, ça va être de faire revenir les Parisiens, les visiteurs sur le site. Mais dans un site pensé de manière plus large, c'est-à-dire pas uniquement le parvis, mais bien tous les abords, y compris les squares qu'on a vus sur la pointe de l'île. Un des autres enjeux, ça va être d'assurer la sécurité de toutes et tous en gardant un parvis ouvert, multifonctionnel et capable d'accueillir des événements majeurs. Vous voyez ici, c'était une des venues du pape au début des années 2000. Et de l'autre côté, vous voyez la structuration des files d'attente sur le parvis. Il faut comprendre qu'on avait besoin d'un espace capable. Il y a cette question environnementale, on l'a soulevée, c'est un point majeur. On est tous conscients que Paris se réchauffe et qu'on doit adapter la ville aux conditions climatiques avec un phénomène d'îlot de chaleur urbain de plus en plus important. Vous voyez ici la carte des thermographies. Donc c'était aussi à travers ce projet une ambition environnementale poussée par la ville d'affirmer par la végétalisation, par un soin sur l'albédo des sols, à travailler à réduire l'îlot de chaleur sur l'espace. On a également un enjeu de créer un accueil et des parcours plus fluides, agréables et sécurisés pour tous. En fait, on va utiliser le parking existant pour demander aux concepteurs de travailler sur un espace d'accueil et créer des commodités. Ce que j'entends par commodité, c'est des sanitaires qui n'étaient quasiment pas existants sur le site, mais aussi une bagagerie ou un point pour accueillir les touristes très nombreux sur la cathédrale, mais plus largement sur l'île de la Cité. Donc dans un souci aussi d'utiliser les bâtis existants, l'idée c'était vraiment de travailler sur ce volume existant. Vous le voyez sur la coupe ici. On a la crypte archéologique et le parking qui se situe sous la dalle principale donc, de ce parvis. Et l'enjeu, ça va être de travailler sur ce sous-sol. On
on arrive au site état actuel. Voilà aujourd'hui le site tel qu'il était, on va dire, avant l'incendie, avec bien sûr, on le voit, la place dédiée à la voiture, la gestion des files d'attente, le végétal déjà en place, les structures végétales déjà bien tramées. Voilà un petit peu ses forces et ses faiblesses. On voit également le quai de l'Archevêché à la pointe de l'île, qui aujourd'hui, on va dire qu'il y avait 2 squares distincts. L'un des enjeux aussi, ça va être de retrouver une continuité végétale. Allez, je vais prendre la suite. Je vais vous parler un petit peu maintenant du projet en tant que tel. Peut-être m'arrêter en 2 secondes juste sur enfin, en gros, comment on est arrivé, parce que je pense que c'est aussi intéressant, sur la méthode, comment on est arrivé de passer de ça, en fait, en gros, d'un certain nombre d'enjeux à un projet. Donc globalement, évidemment, on passe par un concours de maîtrise d'œuvre, alors qu'il se trouve être un dialogue compétitif. On a proposé à 4 équipes sélectionnées sur leurs compétences initiales. Donc on a sélectionné 4 parmi, il y en avait une quarantaine quand même qui se sont proposés. Donc un peu ce qui va se passer ce soir avec vous. Mais sur l'habillage des palissades, là c'est sur la maîtrise d'œuvre de ces 4 hectares et demi et de leur transformation du sous-sol. Et on leur a proposé un cahier des charges qui est en fait un programme architectural, environnemental, technique, qui remettait quelque part ces enjeux avec en gros des performances attendues pour chacun. Et une ouverture assez forte quand même pour la maîtrise d'œuvre dans le dialogue compétitif, de leur dire par rapport à ça, par rapport à tous les enjeux qu'on a, proposez-nous des projets, proposez-nous une façon de transformer ce parvis, comme on l'a vu pour réduire les îlots de chaleur urbains, pour mieux accueillir le public, pour transformer ce parking des années 70, donc ces traces en fait d'années 70 de la voiture qui sont plus utilisées, ou en tout cas pas dans le centre de Paris. Évidemment, il y a encore un autre parking à côté, il était sous-utilisé, donc c'était pas la peine. Comment on peut réutiliser au mieux cet espace en sous-sol pour accueillir le public dignement? Il y a quand même plusieurs dizaines, pas plusieurs, mais une dizaine de millions, 10, 12 millions de visiteurs par an qui viennent sur la cathédrale. C'est de leur offrir aussi des espaces, un moment de détente dans ce sous-sol. Donc transformer le parking que vous voyez, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais en gros, là on a les rampes qui descendent au parking, et le parking en gros là en dessous, et évidemment quand on a essayé de le creuser initialement dans les images que vous avez vues dans les années 70 là, on est tombé sur des vestiges, évidemment c'est le centre historique, le cœur historique de Paris, donc on a différentes couches, on est arrivé jusqu'à des strates médiévales, et en dessous des strates médiévales jusqu'aux strates antiques, et donc on en a gardé et conservé les traces, et puis bon, on s'est dit on va quand même construire le parking de 70 à côté. Bon, il y avait peut-être aussi des choses, mais voilà, ça a été. Donc on a conservé ici une partie muséale, qui est un musée, le 14e musée de la ville de Paris, qui s'appelle la crypte archéologique, mais bon, c'est plutôt un musée de vestiges archéologiques en réalité. Donc le programme de maîtrise d'œuvre, j'ai rien fait, hein, je vous promets. Si, j'ai éteint? Non, je crois pas. Ok. Le programme de maîtrise d'œuvre qui reprend donc tous ces enjeux que vous avez vus avant, de plus de liens à la Seine, d'enlever la fracturation, la fragmentation de l'espace public. Ici c'est fermé, ici c'est fermé, le square est tout fermé. Ici on a bien isolé la pointe de l'île avec une belle fermeture, et le musée des martyrs de la déportation avec une belle grille, une grande. Donc on n'y voit pas grand chose en fait quand on passe. Et donc du coup tout le monde se concentre là sur le parvis. Donc l'idée c'est d'un peu d'ouvrir tout cet espace, de redonner tout ça et de redonner envie aux gens qui vont venir à la cathédrale. Comme tout le monde ne peut pas entrer, parce qu'en fait il y a plus de monde qui veut entrer dans la cathédrale que la jauge qui permet d'accueillir 3000 personnes à un instant T, mais il y a quand même plus de monde qui essaye d'entrer que possibilité d'entrer par jour. Donc on va leur dire, écoutez, vous pouvez déjà faire le tour de la cathédrale, aller voir d'autres musées, aller voir le musée des martyrs de la déportation, faites un tour et vivez finalement cette expérience de la cathédrale autrement que juste forcément de rentrer, de prendre sa photo et de partir. C'est un peu aussi de la consommation touristique qu'on essaye de changer en faisant ça.
Donc ces 4 équipes ont travaillé pendant 12 mois, on les a accompagnés, chacun avec un projet, et puis vous allez voir, l'un des projets est devenu lauréat. On a eu un jury présidé par la maire de Paris, dont le mandataire est Bas Metz, paysagiste, qui nous a séduit complètement dans quelque part la frugalité de ce qu'il a proposé, la simplicité des espaces, mais en même temps sa capacité à transformer l'ensemble et à réutiliser au maximum la structure et le parking existant. L'idée, c'était pas de détruire, c'est quand même beaucoup de béton, donc c'est comment on peut réutiliser au mieux toutes les structures dans le sous-sol. Et comment on met en valeur un peu plus la crypte archéologique qui a sa seule entrée ici, aujourd'hui, et donc une nouvelle entrée de la crypte archéologique dans le sous-sol. Il nous a aussi proposé de travailler mieux le lien à la Seine, de retrouver le lien entre la Seine et la cathédrale. Vous allez voir, il y a son orientation, elle est évidemment dans le sens d'écoulement de la Seine. Bon, c'est plutôt est-ouest, mais c'est le chevet toujours côté orient et puis la façade occidentale. Donc ça, c'est vraiment... et puis vous voyez la croix ici avec la croisée des transepts et de la nef. Donc bon, ça c'est les constructions de cathédrales, mais il se trouve que ça suit la Seine aussi. Vous allez le voir, c'est pas neutre dans la composition globale. Donc à peu près une année quand même pour les 4 équipes de maîtrise d'œuvre. Donc vous allez avoir un peu moins de temps, vous, pour vous mettre ensemble. On a demandé beaucoup de compétences et on a demandé de mixer les compétences. C'est-à-dire qu'on voulait du paysage, de l'architecture, mais bien sûr des bureaux d'études techniques et des bureaux environnementaux. Donc on a demandé à avoir des équipes vraiment pluridisciplinaires, ce qui est un peu le cas aussi pour vous. On va vous demander de mixer, de mixer les compétences, d'avoir des équipes avec, de partir, de mélanger vos compétences et de finalement refaire dans un autre projet, une autre échelle, mais cette expérience-là qu'on a pu vivre, et on va la décliner sur maintenant, en fait, la réalisation des travaux qui va pas tarder à commencer. J'y reviendrai. Alors, c'est pas dans ce sens. Voilà. Donc, bureau Bas Metz, architecte Grau, architecte du patrimoine Neuville-Gaillet, et bureau d'études Ingérop, et il y en a encore d'autres derrière, un groupement qui fait à peu près une dizaine, donc là c'est les co-traitants, et puis il y a un certain nombre de sous-traitants, donc il doit y avoir une dizaine de membres dans ce groupement. Alors, vous voyez le projet. Peut-être je reviens en 2 secondes là, hop, on mémorise. Hop, les 7 erreurs. On y revient. Donc on a un projet, je vais le décrire rapidement, mais globalement, on garde à peu près la taille du parvis telle qu'elle est faite actuellement, mais un parvis, vous allez le voir, qui vient quelque part reprendre les dimensions de la cathédrale. Ça doit être la classe suivante. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le concept, premier concept du maître d'œuvre. C'est celui qui nous a proposé au début. On voit la Seine, on voit des espaces ici qui, pour lui, donc des espaces ici plutôt longitudinaux, et puis cette construction entre la cathédrale, le square Jean 23 jusqu'à la pointe de l'île et le devant de la cathédrale. Et il se trouve qu'en fait, on a entre le parvis, le square et la cathédrale à peu près 3 fois 135 mètres. Encore une fois, ça n'a pas été fait totalement au hasard quand la cathédrale a été construite et positionnée à cet endroit-là. Certes, il y avait déjà une basilique avant, mais tout de même. Et du coup, lui s'est dit, alors je sais pas dans quel sens, ouais voilà, on va continuer comme ça, dans la vue éclatée, lui s'est dit on va reprendre à peu près cette longueur-là et recréer finalement un parvis qui a les dimensions intérieures de la nef, et pour d'ailleurs assurer une continuité entre le parvis et la nef, vous allez le voir, réutiliser aussi des dalles qui sont comme les dalles à l'intérieur de la cathédrale qui font, je ne sais plus combien, 50 ou 60 cm, enfin en gros qui sont calculés d'ailleurs en pouces royal à l'époque, et vous allez regarder tout ça dans le détail parce que je suis sûr que ça va vous donner des idées justement pour parler du projet, pour donner quelques façons, quelques pas de côté et donner quelques accroches au public qui va passer, au très nombreux public, hein, c'est quand même 12 millions de personnes qui vont regarder ce que vous allez faire et ce que vous allez produire tout au long des 3 ans ou 4 ans de pas de pression, hein, bien sûr. Pas de pression. Tout au long des 3 ans ou 4 ans de travaux. Donc vous allez leur expliquer tout ça, mais en bien mieux que nous.
Et donc je disais, on a l'espace parvis, donc un petit parvis, c'est sa façon de marquer l'histoire et de s'inscrire dans l'histoire. Ce parvis-là, c'est la taille du parvis médiéval, vous l'avez vu avant. Ce qu'on appelle le petit parvis, c'était le seul parvis médiéval à l'époque. Et quand on était là, on avait la vision ascendante vers la cathédrale, on regardait vers le haut, la transcendance vers Dieu. Bref, pour les croyants, en tout cas, cette volonté de regarder vers le haut. Et puis, le grand parvis du 19e, vous allez voir qu'il reprend un peu ces dimensions-là, continue les motifs de l'intérieur de la cathédrale, les prolonge. Et puis avec encore quelques petites surprises dessus, j'y viendrai après. Ici, on vient trouver, il vient créer, dans sa volonté globale au maître d'œuvre, c'était d'aller recréer dans ces 4 hectares et demi un certain nombre d'espaces publics parisiens qu'on trouve partout ailleurs. Et donc de remettre ici, d'en faire une espèce de condensé de différents espaces. Donc on a la place, grande place. On a un espace ici plutôt des parc des berges. Il a recréé une forme de parc des berges qu'on va vouloir en circulation libre, avec des pelouses accessibles au public sur lesquelles on va pouvoir avoir envie de venir, de se poser. De créer un lien vers la Seine ici depuis un petit promontoire. Idem là, sur la pointe de l'île, créer un nouveau promontoire, une nouvelle placette vers la Seine. Transformer cet axe et redonner de la visibilité au musée du mémorial de la déportation, pour redonner envie, quand on vient faire le parcours périphérique de la cathédrale, d'aller, parce qu'en général on est guidé par son regard, et on va suivre les lignes de désir, et là de se dire, bah tiens, il y a cet objet architectural magnifique, et vraiment, quand on entre là-dedans aussi, voilà, on y vient avec toute son humilité, sa modestie, par rapport à toute l'histoire, chargée quand même de mémoire et d'histoire. Donc je vous invite aussi à aller vous promener, à aller faire le tour, à aller découvrir tout ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis des espaces publics, on va dire plutôt de voirie, qu'il vient habiller avec quelques arbres supplémentaires. On est sur, je ne sais plus, 165 arbres complémentaires plantés, tout en conservant les cônes de vue que vous avez vus, parce que c'est hyper important de garder quand même les principales vues sur la cathédrale. Certaines sont d'ailleurs classées, inscrites dans le PLU. Voilà, et puis une petite placette arborée ici. Quelque part, la volonté de créer une forme de clairière. Hein. On vient ajouter des rangées d'arbres, on garde les vues, des clairières avec des ouvertures. Et puis on garde aussi la figure du square, le square Jean 23, qui est conservé, modifié un petit peu. Hein. On a un peu plus de pelouse, un peu plus d'assises, des envies de faire un peu d'autres choses, mais globalement conservé. Bon, c'est une autre façon de représenter les choses. On a cette vue éclatée. Puis j'oubliais, mais le sous-sol, pardon, hop, j'y reviens. Quand même ici, qui se passe là, donc un espace d'accueil, on y reviendra, avec la création d'une ouverture aussi depuis l'ancien parking, donc qui s'arrêtait à peu près là, et on vient ouvrir le mur de quai existant, créer 12 ouvertures dans le mur de quai, que vous voyez un peu ici, donc 12 ouvertures pour donner de la lumière, et puis directement le lien entre le sous-sol et la Seine. On va y revenir après, des escaliers monumentaux pour y descendre, 2, tourner face à la cathédrale, et donc on a 4 accès dans ce sous-sol, et bien sûr un ascenseur pour PMR. Donc on a 2 escaliers principaux, un ascenseur et le lien depuis les quais bas ici, donc pas accessible à tous les publics, donc pas une accessibilité universelle, mais enfin qui permet d'accéder et d'arriver depuis la Seine. Ce parvis, on en voit ici une autre image, donc un peu comme une clairière. On voit ici déjà un peu les escaliers, les grands emmarchements qui permettent de descendre et remonter. Et l'espace ombragé qu'on attend en dessous, ça c'est un peu la description de l'ambiance. Et la petite surprise, c'est la lame d'eau pour venir rafraîchir ce parvis. Partout, on ne peut pas créer de l'ombre. L'idée, c'est d'avoir déjà un parvis clair dans la même teinte, donc en calcaire, comblanchien, même type que la cathédrale,
et une lame d'eau, donc un dispositif. Alors c'est pas une fontaine d'eau, c'est pas un miroir d'eau avec d'énormes fontaineries en dessous, mais simplement un système à peu près low-tech quand même, où on vient pousser une petite lame, comme si on vient finalement créer une petite vague d'eau sur toute la largeur du parvis, et un parvis qui a une pente à peu près de 2,5% pour juste permettre à l'eau de s'écouler et avoir un sentiment de rafraîchissement par l'évapotranspiration. Donc ça, pour ceux qui ont fait un peu, en gros, quand l'eau s'évapore, il y a une forme c'est une réaction, pardon, une réaction endothermique qui aspire un peu de chaleur. Et donc, on a un rafraîchissement naturel par l'évaporation. C'est le même phénomène finalement que quand on a des plantes ou des espaces verts qui sont plus frais que les sols, même s'ils peuvent avoir la même couleur. C'est cet aspect évapotranspiration qui permet d'apporter, alors plus on est près du sol, plus c'est vrai, mais d'apporter un sentiment de fraîcheur. Là, c'est 3-4 degrés, quand même en moins, quand on va faire s'écouler cette lame d'eau qui vient sur le parvis, tout doucement s'écouler, très lentement, c'est peut-être 4-5 mm d'eau, et qui viennent créer cette forme de fraîcheur l'été. On n'est pas obligé de le faire l'hiver, on ne va pas créer de patinoire, c'est pas l'idée, mais au moins de rafraîchir ça localement. Et évidemment, c'est des eaux, c'est de l'eau, on va essayer d'avoir de l'eau de pluie qu'on va récupérer dans un bassin et dans un bac de rétention, et plusieurs mètres cubes, mais ce qui se passe aussi en sous-sol. Je parlais de l'ouverture vers la Seine. Vous voyez aussi ici les limites avec l'île de la Cité. Donc on a des systèmes forcément de sécurité, de protection du public, protection anti-bélier. Malheureusement, on vit dans un monde compliqué avec il existe un certain nombre d'attentats et d'attaques. On est obligé de protéger désormais tous les espaces publics qui accueillent énormément de monde, et notamment là où il y a des files d'attente. Et puis les 12 ouvertures vers la Seine que vous voyez depuis le sous-sol, qui vont aussi donner de la lumière naturelle dans cet ancien parking. Et là, on voit aussi la vue conservée vers la façade de la cathédrale depuis le petit pont. Et l'Hôtel-Dieu, quand même, qui est une des façades là, et puis l'autre qu'on ne voit pas là, mais c'est la préfecture de police qui donne directement dessus. Donc on a 3 façades, et puis la 4e qui est la façade Seine. Sur l'arrière, je le disais, j'y reviens un peu. Donc on a sur l'arrière de la cathédrale ces espaces, plutôt des espaces de détente, espaces qui permettront aussi, on l'espère, aux Parisiens et pas qu'aux visiteurs de venir profiter de la cathédrale, de venir se poser là, d'avoir des espaces de parc ouverts près de la Seine, qui donnent près de l'eau, et avec quand même une cathédrale qui va être refaite à neuf quasiment. Alors, déjà beaucoup d'espaces qui sont refaits, je vous invite à aller dedans si vous n'êtes pas allé. Puis il y a tous les extérieurs encore les travaux vont se prolonger encore sur 2 ou 3 ans. On vient sur la pointe arrière, on le disait, pointe de l'île, qui va elle aussi avoir se métamorphoser, davantage d'ouverture vers le musée du Mémorial. On conserve là aussi toutes ces structures principales, ces vues principales, mais avec une grille de protection bien obligatoire pour un musée de la sorte, mais avec davantage d'ouverture et de co-visibilité aussi. Bon, ça c'est le traitement des espaces publics sur la partie nord, donc sur la rue du Cloître. On a un certain nombre d'espaces publics, et puis devant l'Hôtel-Dieu, vous voyez là, vous le devinez ici, les portails de la cathédrale, les 3 grands portails, le parvis un peu surélevé avec quelques marches, et puis ici l'espace qui va être un espace plutôt d'attente du public. Donc toutes les files d'attente, on va essayer de les mettre à l'ombre côté Hôtel-Dieu. Elles sont déjà là aujourd'hui, elles ne sont pas totalement à l'ombre. On va essayer de trouver un espace entre les arbres pour bien faire attendre et attendre l'ensemble de tout le monde. Donc là, on a les principaux escaliers. Je le disais, systématiquement, ces trémies d'escaliers sont tournés vers la cathédrale, que ce soit les escaliers ici un peu plus proches de la façade côté préfecture de police, donc
côté ouest, qui permettent de descendre dans l'accueil Notre-Dame. Et je pense qu'on a, pardon, l'autre. Ah non, là c'est la coupe, pour bien vous comprendre, pour ceux qui souhaitent. Donc on a ici le niveau crypte archéologique et ici le niveau parking qui remonte un tout petit peu pour l'accès Seine. Évidemment, ça, quand la Seine monte, on doit aussi protéger l'ensemble de ce parking de sous-sol, donc avec la pose de bâtardeaux, le cas échéant, et certainement l'espace qui sera fermé quand on sera en crue, mais ça, quand on est à ce niveau-là, c'est pas trop une surprise. On revient sur la structure de l'ancien parking, je le disais au début, important. Donc c'était un parking qui, donc quand il a été construit, type poteau-poutre des années 70 en béton, bon, il se trouve que ça peut paraître un peu brutal comme ça, un peu, mais ça permet d'être réutilisé. Alors là, ici on voit là le niveau intermédiaire du parking, puisqu'en fait un parking c'est vraiment très bas de plafond, c'est 2 mètres, 2 mètres 10, les plus grands se cognent dedans, mais l'idée c'est vraiment d'optimiser la place. Donc c'est un plateau il y avait 2 plateaux de 3000 m² de parking. L'idée c'est qu'on va retrouver cette structure, puisqu'elle a été construite comme ça, elle tient, en cassant la dalle intermédiaire. On va la remettre en bas pour lester un peu, parce que le parking n'est pas complètement, enfin il est fondé, mais il n'est pas accroché au sol. Donc pour ceux qui ont fait un peu de physique, il y a la poussée d'Archimède, quand l'eau monte, ça se gonfle, et hop, on n'a pas un truc qui se relève et qui reparte vers le haut. Donc on va le lester, et donc tout le niveau intermédiaire qui était là, en le détruisant, on le remet au fond, les gravats, et on vient refaire un sol par-dessus. On vient l'alourdir en fait pour éviter qu'il remonte comme une bouée si jamais il y a vraiment le niveau de la Seine qui monte. Et donc on regagne de la hauteur sous plafond, mais en conservant la structure et les structures poteau-poutre originales. On les réhabille à peine, et ça c'est vraiment tout le parti pris des architectes, de conserver et de montrer finalement, plutôt que d'essayer de la cacher, cette structure, et donc de vivre avec l'histoire de ce lieu, et bien sûr d'en transformer l'usage. Alors, construire la résilience face au changement climatique, donc je le disais, il y a vraiment d'une part la partie ombrage, donc on a création d'ombre, donc on a un certain nombre d'indices, là on a parlé de l'indice de canopée, donc comment, finalement c'est un peu comment l'ensemble des arbres qu'on vient compléter vient ajouter et compléter les ombres et les ombres portées, et donc du coup plus on a d'ombre, plus on va rafraîchir, on aura des endroits qui sont pas au soleil, là c'est assez clair. La lame d'eau en question qui va venir alimenter et rafraîchir le parvis, donc qui n'est pas à l'ombre pour le coup. Un certain nombre de pelouses complémentaires, de strates arbustives. Donc on vient compléter aussi le nombre, finalement la quantité d'espaces végétalisés autour de la cathédrale. Là aussi des espaces publics, certains sont accessibles, d'autres inaccessibles au public. Là aussi essayer d'avoir même en ville une forme de réserve de biodiversité, de conserver une forme de nature en ville. On sait qu'on a des faucons cresserelles qui nichaient dans la cathédrale. Avec les travaux ils sont partis, on espère qu'ils vont pouvoir revenir, donc il faut créer aussi quelque part, toujours penser à créer un peu d'habitat. Voilà, après les bestioles elles viennent pas, mais au moins elles ont la possibilité, c'est déjà de pas détruire l'habitat et si possible de le reconstituer. Donc bon, on parle de perméabilité des sols, là aussi on retrouve davantage de perméabilité des sols, donc d'infiltration et de capacité d'infiltration des eaux de pluie naturellement, et d'éviter de tout rejeter à l'égout. Là voilà, c'est le plan pluie de Paris qui dit priorité à l'infiltration, là où on peut, partout où on peut, en pleine terre si possible, et éviter parce que tout ce qui est rejeté à l'égout, ça part avec l'ensemble et ça va en station, et bref, ça vient encombrer le tout, donc c'est pas la peine. Infiltrons là où on peut. Bon, je sais pas si j'ai grand chose à en dire, mais c'est globalement une image qui précise tous les réservoirs d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Eva. Je l'avais plus celle-là. Les réservoirs d'eau qui est ici, récupération des eaux de pluie, qu'on vient remettre ici, évaporation. Bon, ça parle aussi du cycle de l'eau dans l'histoire. Et puis là, les températures. Donc, simulation 2050 avec le système, donc avec ombrage, avec lame d'eau.
Donc on a demandé et on a demandé d'avoir, et on continue à travailler là sur ces simulations. Alors moi je continue à le voir, tout va bien. À ces simulations donc pour essayer de diminuer les températures. Donc on se rend compte entre la partie qui est à l'ombre et pas à l'ombre, c'est vraiment des températures, c'est incroyable. Bon alors quand on est à 40 degrés, c'est ça le sujet. Comment on essaye de rafraîchir les différents endroits. Et je finirai là-dessus, mais le petit parvis que vous voyez déjà ici, cette dalle a déjà été réalisé. Actuellement, il a déjà été fait en avance de phase par l'établissement public qui reconstruit la cathédrale. On leur a donné quelque part la maîtrise d'ouvrage pour qu'ils puissent faire tout de suite ça, afin d'ouvrir la cathédrale. Et lorsqu'on ouvre la cathédrale, puisque les gens entrent par le portail central, sortent par le portail ici de droite, côté Seine, qu'on n'ait pas besoin d'arrêter finalement la visite de la cathédrale pour faire des travaux ici qui étaient compliqués. Donc on l'a fait avant que ce soit ouvert. Et le reste des travaux va être réalisé, je crois que c'est la fin, ah non, c'est pour ça qu'il y a une slide encore. Voilà, c'est ça, le reste des travaux va être réalisé dès cet automne. Donc là, on a réalisé les premières études, on a déposé les autorisations administratives, donc permis de construire, permis d'aménager pour les espaces publics, permis de construire pour le sous-sol. C'est en cours d'instruction, on finalise finalement le cahier des charges, les DCE, les cahiers des charges des entreprises. On passe en consultation en juillet et l'idée c'est de faire commencer les travaux par les entreprises dès l'automne. Qui dit travaux dit chantier, dit emprise de chantier, dit barrières. Et généralement, vous voyez les barrières dans Paris, c'est plutôt pas très beau, quoi. C'est vert, c'est gris, c'est ou vert et gris, ou tout gris, ou moche. Là, on a envie de faire un peu plus beau, et donc on s'est tourné vers le CAUE pour nous accompagner là-dedans. Donc ça va être beaucoup de barrières de chantier qui vont bouger, parce que les travaux vont se faire par petits morceaux, par phase. La cathédrale va rester ouverte pendant tout le temps du chantier. Donc c'est un peu l'enjeu de garder 30 000 personnes par jour, plus des travaux sur le parvis, qui vont donc se créer plus des travaux dans le sous-sol, et donc de garder une bonne gestion des flux tout au long des travaux. Donc pendant 3 ans, tout ça va bouger allègrement, et on va habiller l'ensemble des façades et des façades des emprises de chantier, pour faire découvrir le projet, pour donner envie, faire patienter aussi les visiteurs, et puis leur expliquer pourquoi on ferme pourquoi on fait ces travaux. C'est vraiment tout l'enjeu d'avoir un maximum de pédagogie, de raconter les travaux mieux que ce qu'on fait là, en l'imageant, en expliquant ça avec un pas de côté, avec un peu de décalage, avec des créations visuelles, graphiques, bref, tout ce que vous avez en tête et qui va pouvoir nous permettre de faire découvrir et ce lieu, son histoire, ce qu'on veut y faire, pourquoi on veut le faire. Voilà, il y a 3 ans d'habillage, je ne sais pas combien de mètres linéaires de travaux, mais ça va vous être expliqué tout de suite après. Puis bien sûr des fouilles archéologiques qui vont commencer en octobre, parce qu'on commence, dès qu'on creuse là, on sait bien qu'on va trouver des choses. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que c'est moins fort. Oui, c'est bon. Merci infiniment à tous les deux pour cette présentation extrêmement complète du projet. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu, on a tout filmé, donc vous pourrez regarder à nouveau si vous voulez vérifier des petites choses. Et puis toute la documentation, bien sûr, dont Eva vous a parlé, va être mise à votre disposition. Mais c'est énormément de documentation, c'est pour ça qu'on a essayé de vous la synthétiser. On va vous expliquer tout ça pour que vous puissiez aller directement à l'essentiel, parce que vous avez vu, c'est un chantier très vaste avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'axes d'intervention, et donc l'objectif ça va pas être pour vous de tout raconter, mais de raconter certains éléments que vous allez choisir, enfin plutôt qu'on a pointé pour vous, et vous choisirez lesquels vous avez envie de traiter. Alors je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais juste changer de diaporama. Si j'y arrive. Ouais. Il ne va pas
pas être loin, il doit être juste en dessous. Hop, merci Eva. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous voulez poser des questions sur le projet tout de suite? C'est vrai, peut-être tant que c'est frais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que Eva et Jean-François viennent de vous présenter? Oui? Est-ce que quelqu'un peut nous faire circuler un micro? Il y a une question juste devant, ici, juste là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Non plus. Attends, je crois que c'est... Non. Tiens, on va Peut-être c'est bon. C'est bon. Finalement. Ouais. Ok, c'est une question très précise. C'était par rapport à une des diapos qu'on a montré. Des diapos. Mmh. Il y a une partie qui m'intéresse, c'est la crypte archéologique, mais je ne comprenais pas où était l'entrée. C'est le même endroit que le parking. Dans le projet, tu veux dire? Ouais. Ouais. En Ouais. fait, aujourd'hui, il y a les rampes de parking et l'entrée de la crypte archéologique qui sont... il y a la configuration aujourd'hui, peut-être juste dans le 2 slides avant, la 20, je crois qu'il y a le... Si on remonte un tout petit peu, ouais, sur celle d'aujourd'hui, juste pour expliquer. Ouais. Aujourd'hui, je vais reprendre le pointeur. Aujourd'hui, tu as les rampes de parking ici, qui font quand même un sacré front, et puis l'entrée de la crypte par là. Et demain, dans le cadre du projet, en fait, comme la crypte est à côté du parking, l'idée, c'est de transformer donc le centre d'accueil, et tout le monde va descendre, tous ceux qui descendent finalement dans ce centre d'accueil pour aller... je ne l'ai pas dit en fait, comme tout ce qu'il y avait dedans, tu as raison, c'est une bonne question, c'était un point mort. Dans ce parking, on a transformé, donc centre d'accueil, on a évidemment l'entrée de la crypte au milieu. Donc la crypte archéologique, son entrée va se faire par le sous-sol. Donc il faut déjà descendre dans ces escaliers ici, dans ce sous-sol qui est là au niveau... Hop, alors attends, on avait une coupe. Ouais, là. Donc là, c'est là on descend, et juste au-dessus... Non, juste en dessous, voilà. Là, ici, on a les escaliers pour monter depuis ici jusqu'à niveau de la crypte archéologique. Donc la crypte, elle est en gros, faut la regarder, elle est à peu près en face du portail central. Le parking est beaucoup plus côté Seine. Donc on va descendre dans le parking, enfin ce qu'on appelle le parking du centre d'accueil. Là-bas, on va y trouver évidemment des sanitaires, une billetterie, qu'est-ce qu'on a encore? Des casiers, et un point café, un point restauration, une librairie, et bien sûr, le principal, l'entrée de la crypte. Donc qui va se faire par là, par des escaliers. Alors on n'a pas la... Bon bref, c'est pas grave. Dans le dossier relatif à la crypte, il y aura plein d'informations sur cette nouvelle entrée, et puis il y aura notamment les perspectives qui ont été réalisées par Basmet sur cette nouvelle entrée aussi depuis l'accueil, donc ce sera vraiment facile de se projeter. Ok, merci beaucoup. Oui, moi j'avais une petite question. Vous avez un peu mentionné l'effet albédo, mais en fait sur les slides que vous nous avez montrés sur les dalles, je trouve que c'était vraiment très clair, très blanc. Oui, tout Et à du fait. coup, par rapport à aujourd'hui, j'ai pas très bien compris si ce sera les mêmes, et aussi qu'est-ce qui est prévu pour limiter l'effet albédo. Alors aujourd'hui, c'est du granit, mais qui est en fait plutôt sombre. On a d'ailleurs un sol assez hétéroclite. Et à terme, l'idée, c'est d'unifier les sols. Donc on a déjà, si vous allez sur site, vous allez voir le petit parvis réalisé en comblanchien, qui est en réalité une pierre calcaire beaucoup plus claire que l'actuelle. Donc vous pouvez déjà vous rendre compte via le petit parvis déjà de la dimension des dalles et aussi de leur albédo plus clair. Donc là, il y avait une question d'unification, on n'en a pas. Je pense que c'est vraiment un point important du projet, cette question de fragmentation des espaces et comment on arrive à retrouver un site unifié. À travers la matérialité, ça fonctionne également. Donc en fait, quand on a une pierre plus claire, elle va plus réfléchir le soleil, moins absorber les rayons de chaleur, et donc moins redonner par des infrarouges
l'aspect, l'effet chaleur qu'on ressent. Donc en fait, c'est juste que c'est plus de réflexion et moins d'absorption. Plus la couleur est claire. C'est pour ça qu'en fait, on a parlé à un moment de mettre les toits de Paris en blanc, de peindre en blanc, etc. C'est pour avoir plus de réflexion du soleil et moins d'absorption. Une fois que la matière a absorbé, elle chauffe et après elle rejette ces infrarouges et tu as l'impression qu'il fait hyper chaud. Tu passes sur un sol comme une cour comme ça, et c'est pareil, les cours Oasis qui ont été faites, c'était pour enlever un certain nombre de sols sombres et remettre soit un sol végétal donc qui va être plutôt qui va avoir de l'évapotranspiration comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit bien sûr des arbres pour créer de l'ombre, et des sols plus clairs. Et dès qu'on a un sol plus clair, il va être moins chaud de base. Voilà. Merci. Ouais. Alors, une autre question au fond. Bonsoir, merci pour votre présentation. Vous nous avez parlé donc de Basmet. Est-ce qu'on pourrait avoir rapidement un aperçu des 3 autres maîtres d'œuvre qui ont présenté leur projet? Lui, il a été choisi pour sa frugalité. Est-ce que les 3 autres projets étaient radicalement opposés? Est-ce qu'il y avait des... Ouais, alors ça va prendre du temps de faire. En gros, donc les 3 autres, ils ont tous évidemment créé une façon d'entrer dans le sous-sol qui était différente. Certains ont créé une fente vraiment tout le long du parvis pour faire une descente remontée, et puis même certains n'ont pas mis d'ascenseur pour avoir une rampe qui permet aux personnes mobilité réduite d'accéder jusqu'en bas. Donc c'était une création par une fente. Lui, il a fait 2 ouvertures. Certains ont travaillé des niveaux différents, donc il y avait pas forcément l'entrée de la crypte n'était pas forcément dans le sous-sol. Là, c'est le parti pris d'avoir l'entrée de la crypte dans l'accueil. Certains ont scindé les entrées. Donc voilà, l'essentiel était sur quand même le traitement du parvis et de ce sous-sol. Et puis Je pense que c'était intéressant aussi dans les autres propositions de voir le lien à la Seine. Là, c'était une proposition qui répondait aussi à cet enjeu en retrouvant une nouvelle ouverture vers la Seine dans un projet qu'on souhaitait frugal. Donc il y avait aussi certaines équipes qui avaient choisi de détruire entièrement le parking pour repenser une structure. Là, c'est une équipe qui a choisi de réintégrer la structure existante. On a une exposition qui a été réalisée au pavillon de l'Arsenal sur le sujet. Les éléments sont encore en ligne avec les 3 autres propositions. Juste quelques compléments sur... donc les 4 équipes ont reçu le même cahier des charges. Donc il y a eu Basmet, il y a eu Antoine et Dufour, Jacqueline Hosty, et le dernier c'était Michel Desvignes, paysagiste. Donc les 4 ont reçu le cahier des charges, et avec les 4 ont proposé un projet. Et le dialogue compétitif, c'est qu'en fait la ville va dialoguer avec chacun d'entre eux, mais en tunnel, c'est-à-dire qu'on ne parle surtout pas du projet des autres, évidemment. Et on dialogue avec chacun, et dans son parti pris et dans son projet, on va essayer un peu de le pousser dans ses retranchements, ou de lui dire là, t'es allé trop loin, ton truc là, tu ouvres trop, enfin voilà, en gros, on va essayer d'améliorer au mieux à chacun son offre, et puis après, c'est eux qui bossent quand même, c'est eux qui réfléchissent. Nous, on les guide juste un petit peu dans le cadre du dialogue compétitif. Donc en 9 mois, on les a vus 2 fois, 3 fois. Et puis après, ils viennent présenter devant un jury qui sélectionne le projet lauréat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, gardez-les si vous en avez. On va vous parler maintenant un petit peu du concours. Il y aura encore de l'espace pour échanger. Alors, donc, on vous l'a dit, l'objectif de ce concours qu'on va vous proposer, merci beaucoup, c'est d'habiller ces palissades de chantier. Ça s'inscrit dans un objectif plus large d'organiser de la médiation autour de ce chantier pour pouvoir accompagner la progression du chantier jusqu'à la livraison de ces futurs espaces publics. Jean-François le disait tout à l'heure sur sa dernière diapo, ça va être un chantier long qui va occuper beaucoup d'espace, qui va bouleverser les usages,
qui va être gênant en fait pour le public, et donc c'est important qu'ils comprennent pourquoi, qu'est-ce qui se passe derrière ces palissades, et donc l'objectif ce sera de leur raconter ce qu'on fait et comment vont devenir ces espaces une fois que les palissades seront retirées. L'enjeu de ces actions de médiation, c'est aussi quelque part de précéder ce qui va suivre, puisque dans le programme qui va être livré, il y a aussi dans la commande publique qui a été passée à l'équipe de maîtrise d'œuvre un volet médiation, et donc l'équipe doit livrer des supports de médiation pour raconter l'histoire du site notamment, et puis aussi pour apporter des éléments de signalétique pour guider les usagers. Et donc ça peut être l'occasion de tester des choses, de tester des dispositifs qui pourront nourrir, qui pourront enrichir les supports définitifs. Et puis, ou les faire évoluer, les amender si on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis aussi, du coup, je parlais de cet enjeu de signalétique, ça va être, comme vous allez le voir tout à l'heure, un peu encombré finalement par toutes ces emprises de chantier, le site. Et donc, il y a un enjeu fort aussi de guider les usagers pour qu'ils sachent un peu se retrouver dans cet environnement qui va être mouvant, qui va évoluer au fil des mois. Donc, il y a tous ces défis-là qu'il faut relever avec cette action de médiation qui va prendre la forme de ce concours, et puis aussi qui pourra prendre la forme de visites de chantier qu'on pourra organiser pendant toute la durée du chantier pour tous les publics, pour leur expliquer tout ce qui se passe derrière les palissades. Donc le concours, puisque c'est pour ça qu'on est là ce soir, son objectif, c'est d'animer 400 mètres de ces palissades de chantier. 400 mètres, c'est juste une portion en fait de l'ensemble de ces palissades. Peut-être pas loin de la moitié, je pense. Hein, mais ça veut dire qu'il y a énormément de palissades de chantier qui vont être installées sur le site pendant toute la durée de ce chantier. Et ces palissades, elles vont se déplacer puisqu'il y a différents sites à traiter, et donc les emprises, elles vont se déplacer au fur et à mesure des besoins du chantier. L'objectif, Jean-François le disait, ça va être de mettre en récit ce chantier et puis le projet à partir de toutes les ressources qu'on va vous mettre à disposition. Donc vous allez vous constituer en équipe pluridisciplinaire, c'est notre souhait. C'est pas une obligation, mais ça sera un critère de sélection important. Donc c'est pour ça qu'on vous a invité aussi à venir ce soir et qu'on va vous proposer des exercices pour vous rencontrer, pour faire connaissance, pour vous inviter aussi à sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est plus facile de travailler avec les gens qu'on connaît, mais c'est important, et ça sera aussi ce que vous aurez à faire quand vous serez en exercice professionnel, de pouvoir combiner les compétences, et ça enrichit énormément les propositions. Donc on tient beaucoup à ce que vos équipes soient pluridisciplinaires. On veut que vous soyez plusieurs aussi, il n'y aura pas de réponse individuelle, donc c'est minimum 2 personnes, maximum 4, parce que c'est bien aussi de trouver un bon équilibre dans la composition des équipes. Donc des équipes de 2 à 4 candidats. Et puis on a identifié des sites d'affichage, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de palissades, donc vous n'allez pas toutes les investir, ça aurait été vraiment énorme. Donc on a sélectionné des sites et on a sélectionné des sujets à traiter sur chacun des sites pour que vous ne vous éparpillez pas trop, parce que vous l'avez vu, le projet il est très très riche, très très dense, donc il y a énormément de choses à raconter. En revanche, vous avez carte blanche pour choisir la façon dont vous allez raconter ces sujets, ces contenus qu'on va vous proposer. Et vous pourrez développer une identité visuelle forte qui vous ressemble et qui ressemble aussi au projet, au site, au contexte, aux enjeux. Enfin voilà, il y a plein de points d'accroche. Je suis sûre que vous allez fourmiller d'idées pour nous proposer des choses très très intéressantes pour raconter le passé, le présent et le futur des abords de Notre-Dame. Alors, les sites, voilà comment ils vont s'organiser. Donc ça, c'est un plan qui, vous allez voir, va superposer, donc vous l'aurez dans le dossier, l'état existant et le projet, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi les palissades se situent à un endroit plutôt qu'un autre, et qu'est-ce qui va se passer derrière ces palissades. Donc sur ce plan, je ne suis pas sûre qu'avec le vidéoprojecteur, vous voyez très très bien les couleurs, ça grave un peu les couleurs, mais vous le verrez dans la version qu'on vous fournira. Tout ce qui va être en rouge, c'est ce qui va être retiré, ce qui va être démoli. Donc les zones pochées là en jaune, c'est les emprises de chantier.
on a simplifié les positionnements des emprises de ce chantier. Là, on vous en a mis que 2, les principales. Mais en fait, ça va beaucoup plus bouger que ça. Il y aura plein d'évolutions dans les emprises de chantier tout au long de la durée du chantier. N'hésitez pas, si vous voulez ajouter des choses, à prendre le micro, Eva. Donc, ce que vous avez en violet, là, les tracés violets, ce sont les palissades que vous allez investir. Les sites qu'on a déterminés pour vous. On leur a donné des lettres et on leur a donné des noms. Je laisserai Manon tout à l'heure vous présenter les titres de ces palissades et vous raconter un petit peu ce qu'on veut vous mettre dessus. Donc, il y en a 8 en tout, je vous le disais. Et ça va se développer pour quasiment toutes sur des linéaires continus, sans angle, à l'exception d'une seule, et on va vous expliquer pourquoi, celle du site C, où il y aura un angle à investir. Et donc, elles se développeront progressivement en fonction de l'installation des palissades sur les différents sites, en fonction de l'évolution du chantier. Et donc, quelque chose qui te chiffonne. Ok, ça marche. Je te laisse le micro là. Donc, je présente le calendrier, je te laisse. Donc, le principe, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même durée parce que les palissades ne vont pas toutes au même endroit. Donc, vous allez voir, il y en a qui sont affichées plus ou moins longtemps. Elles n'ont pas toutes le même niveau de visibilité puisqu'il y a des sites qui sont plus ou moins accessibles, où on aura de la visibilité de près, de la visibilité de loin, certaines où les gens sont plutôt dans des files d'attente, d'autres où le public sera plutôt en mouvement, donc il ne faudra pas aborder vos modes de représentation de la même façon, il faudra prendre en considération ces éléments-là. Et donc voilà comment ça va se dérouler. Alors je ne rentre pas dans le détail du calendrier, mais vous voyez, elles ont toutes des durées d'affichage différentes. Et puis il y a 2 phases d'affichage, puisque le chantier il va se développer jusqu'à 2028. Non, je crois que c'est bon. c'est bon. Pour vous expliquer pourquoi il y a une partie du site qui n'est pas en chantier. En réalité, on a 2 phases. Donc, on parle bien d'une première phase de chantier jusqu'à 2028. Et en fait, on est intimement lié à la reconstruction de la cathédrale. Jean-François en parlait. La cathédrale est encore en chantier, et ce jusqu'à 2028. Et leurs emprises de chantier sont le square Jean 23, donc au chevet de la cathédrale. Donc ce site sera en chantier plus tard. Donc, on vous a présenté l'intégralité du chantier, mais en réalité, cette première phase de travaux que nous lançons concerne principalement, donc vous l'avez vu, le parvis et bien sûr la pointe de l'île de la Cité avec le square d'Île-de-France. Merci pour cette précision importante, puisque donc il y a 2 acteurs qui conduisent des chantiers sur ce site. L'établissement public qui est en charge du chantier de la cathédrale et la ville de Paris qui est en charge du chantier des abords. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le chantier des abords. On ne parlera pas du tout dans ce concours du chantier de la cathédrale. Alors là, je suis revenue en arrière, excusez-moi, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez raconter sur ces palissades de chantier? On va vous demander de traiter plusieurs typologies de contenu. Je vais vous les raconter en attendant que... Je pense que c'est pas de la... Ouais. Merci. Non, je pense que c'est un autre... ouais. Donc, l'enjeu, c'est que vous mêliez différents types de contenus, mais vous verrez qu'ils sont tous imbriqués sur le site, avec des entrées thématiques. À chaque fois, on vous demandera de parler de l'histoire du site que vous présentez, de parler du projet, d'expliquer qu'est-ce qu'on a prévu de faire sur ce site-là, de parler aussi du chantier, parce que l'enjeu c'est de comprendre ce qui se passe derrière ces palissades, donc d'expliquer comment on met en œuvre ce projet, peut-être de faire aussi des zooms sur certains métiers de professionnels qui interviennent sur le chantier, parce que c'est important aussi de valoriser les hommes et les femmes qui travaillent sur ce projet. Et enfin, un axe vraiment important et un peu compliqué dans le cadre du concours, donc on va vous expliquer aussi comment ça va se développer, c'est le volet signalétique, puisque l'enjeu c'est aussi d'aiguiller, d'orienter les visiteurs sur le site et de leur permettre de trouver les différents lieux vers lesquels ils veulent se rendre. Je vous le disais, tous les outils graphiques sont permis pour donner vie à cet espace. Vous pouvez utiliser des illustrations, des collages, des photomontages, un jeu de typographie, de chronologie visuelle, des témoignages, des infographies. Voilà, on a mis quelques exemples
de palissades de chantier qui ont été glanées pour peut-être servir de source d'inspiration, mais bien sûr libre à vous d'interpréter tout ça. Donc utiliser des supports d'illustration comme c'était le cas sur la slide précédente, jouer avec les textes, avec les typos, et ça sera important d'exploiter cette dimension aussi de jeu d'échelle en fonction du niveau de lisibilité des palissades que vous allez investir. Le travail sur la signalétique, guider les usagers, et puis peut-être aussi ménager des nouveaux points de vue, parce qu'on va vous laisser la possibilité aussi de proposer des percements dans ces palissades pour créer des fenêtres, des ouvertures, pour donner des points de vue inédits, soit sur le chantier, soit sur la cathédrale, soit sur le site. Ces percements, vous pourrez les investir, je suis passée un tout petit peu trop vite, avec des supports, puisqu'en fait tous vos supports d'habillage d'affiches, ça sera des vinyles qui seront collés sur les affiches, et donc sur les percements aussi, il y aura des vinyles qui pourront être translucides, voilà, un peu à l'image de ce que vous avez comme représentation sous les yeux. Ça peut aussi être des façons à exploiter pour raconter des choses sur ce site. Le concours, il va s'organiser en 3 phases, parce que c'est quand même un gros chantier, ce qu'on vous propose là. Il y a beaucoup de travail pour habiller ces palissades de chantier, beaucoup de contenu à assimiler. Comme vous l'avez vu, il y a 8 sites, donc il n'y aura que 8 lauréats au final, 8 équipes lauréates. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre de vous investir aussi en fonction du temps dont vous disposez, de façon graduelle, avec une première étape de rendu et puis ensuite une seconde étape de rendu, après une première phase de sélection. Donc la première, ça c'est le calendrier prévisionnel, donc on lance ce soir, on ouvre les inscriptions ce soir, donc dès ce soir vous pourrez commencer à vous inscrire au concours. Donc s'ouvre une phase de candidature et de réponse aux questions et de partage de toute la documentation. Donc vous allez pouvoir, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tout de suite, vous allez pouvoir réfléchir aussi un petit peu à ce que vous allez faire, choisir votre site, constituer votre équipe, etc. On va vous proposer aussi des visites, mais maintenant on vous en dira un petit peu plus. Jean-François vous parlait d'un certain nombre de lieux tout à l'heure qui seraient intéressants de découvrir sur le site. Vous aurez l'opportunité de le faire de votre côté et on va vous proposer des temps aussi pour le faire ensemble. Les inscriptions seront closes le 27 mai et vous aurez votre premier rendu le 16 juin. Ce premier rendu, donc, il se composera de 2 éléments, une planche à 0, une note explicative. Et dans ce rendu, on vous demandera de fournir en gros vos intentions graphiques. Donc, dans la note explicative, vous nous expliquerez comment vous vous appropriez le contenu et comment vous souhaitez le traiter, comment vous allez le déployer, quels sont les modes d'expression graphique que vous allez utiliser. Vous nous proposerez sur la planche à 0 des mock-ups d'intégration, des mock-ups photographiques pour nous montrer un peu comment votre proposition graphique elle va s'insérer dans le site, sur le site que vous avez choisi. Et puis, on nous proposera un premier chemin de fer en fait, pour nous expliquer comment va s'organiser votre narration sur les palissades. Mais on ne vous demande pas à ce stade-là de produire les palissades, parce que ça va demander un travail un petit peu plus approfondi. L'objectif, c'est qu'avec ces 2 éléments, la planche à 0 et la note explicative, la commission technique qui va se réunir et qui va analyser votre dossier puisse faire une présélection, identifier les propositions qui sont solides, qui sont construites et qui sont susceptibles de répondre aux critères de sélection, et les inviter à poursuivre la compétition et à commencer à travailler pour le rendu de phase 2. Donc il y aura des équipes qui seront sélectionnées. Ça va dépendre du nombre de candidats, mais on espère pouvoir sélectionner au moins 3 équipes par site pour cette phase de rendu 2. Voilà un petit peu ce à quoi ça pourra ressembler, un exemple, pour que vous fassiez un peu une idée du niveau de réponse attendue pour ce rendu 2 et puis le gabarit qui vous est proposé. Ensuite, on poursuivra le travail avec donc la commission technique se réunira. On annoncera aux équipes sélectionnées qu'elles peuvent poursuivre, donc ça sera début juillet. Et ensuite, ces équipes sélectionnées pour le rendu 2, elles auront tout l'été pour produire le 2e rendu, qui sera attendu pour le 22 septembre.
Donc ce rendu 2, il y aura un petit peu plus de travail à fournir, parce que là, il faudra que vous ayez vraiment une idée plus précise de ce que vous allez mettre dans vos palissades. On attendra une esquisse de l'ensemble des palissades. Donc c'est pas le dessin définitif, mais tous les éléments sont positionnés. Hein. Vous n'avez pas encore vos traits définitifs, mais les contenus sont arrêtés. Et une séquence, donc une palissade à échelle 1, qui pourra être présenté au jury pour qu'on se rende compte de la nature de l'expression graphique que vous déployez sur ce linéaire de palissade. Alors, voilà un petit exemple de gabarit. Et donc le jury se réunira début octobre, le 6 octobre, pour sélectionner les 8 projets lauréats. Donc, comme je vous le disais, il y aura une équipe lauréate par site. Le jury se réservera le droit de ne pas attribuer de lauréat sur tous les sites si tous les projets ne sont pas de qualité suffisante. Donc, mais ils le seront, j'en suis certaine. Et donc, les lauréats, ils auront la chance de voir leur projet exposé devant 29 000 visiteurs quotidiens sur le site de la cathédrale. Donc c'est quand même une visibilité assez exceptionnelle. Il y aura une petite dotation aussi qui sera accordée à chacune des équipes lauréates, un prix de 2 000 €. Et puis vos projets, ils seront découverts par un jury composé de tous les partenaires institutionnels du site, par des élus de la ville de Paris, et puis par des professionnels, des experts. L'équipe de maîtrise d'œuvre aussi, Basmet, est très intéressée et très heureux de pouvoir découvrir vos projets et participera à ce jury. Donc, les critères de sélection, je les ai évoqués déjà un peu rapidement. Le jury sera attentif à la pluridisciplinarité de votre équipe. Comme je vous le disais, ce n'est pas une obligation, mais ce sera un critère de sélection. Donc, on vous invite quand même fortement à vous saisir de cette opportunité. Ce n'est pas si souvent, finalement, dans le cadre des études supérieures, qu'on peut travailler avec des étudiants d'autres profils. Donc, c'est une belle occasion de le faire. La façon dont vous arriverez à vous approprier ces différentes thématiques, à bien articuler les différents types de contenus qu'on vous demande de traiter, la qualité, la lisibilité aussi de votre expression graphique, l'originalité, l'inventivité de votre proposition, la façon aussi dont vous allez jouer avec les échelles graphiques, parce que c'est un élément important du site en fait. Hein, vous avez vu, c'est vraiment vaste et les niveaux de lecture seront très variables en fonction des sites que vous allez choisir. La façon dont vous prendrez en compte aussi le contexte urbain, peut-être en cadrant des vues nouvelles avec vos percements de fenêtres ou en vous inspirant d'éléments du contexte urbain pour nourrir vos palissades. La façon dont vous prendrez en compte aussi les enjeux d'accessibilité, parce que c'est un enjeu fort aussi sur le site, notamment à travers la signalétique. Il faut que vos contenus puissent être découverts par tout type de public. Et puis les contraintes techniques des palissades, et ça on va vous en dire un mot parce que c'est un support qui est assez contraint et donc il faudra le prendre en compte dans vos propositions. Donc je continue le déroulé, je vous disais que le concours il était en 3 phases, j'en ai détaillé que 2, donc le jury s'est tenu, il a désigné 8 lauréats et maintenant il s'agit de faire les palissades parce que là pour le moment vous avez rendu une esquisse et donc c'est pas ça qu'on va afficher sur les palissades. Donc on arrive à la phase 3 du rendu et donc là ça va se passer à l'automne, entre septembre et octobre. Les 8 équipes lauréates auront donc à peu près 2 mois pour produire les fichiers définitifs de rendu, avec aussi un plan de montage pour que vos productions soient collées dans le bon ordre au moment de la mise en place. Donc vous aurez des gabarits et on vous accompagnera aussi dans la production des fichiers de rendu, un peu à l'image du dialogue compétitif. On calera quelques rendez-vous pour pouvoir vous accompagner et s'assurer que les fichiers vont bien être exploitables au moment où vous nous les livrerez de façon définitive. Et donc j'oubliais un moment important qui va se dérouler juste après le jury, qui est une journée de workshop qu'on va vous proposer, à laquelle les équipes lauréates participeront,
pour travailler spécifiquement sur le volet signalétique. Vous aurez fait des propositions dans votre rendu numéro 2, mais l'enjeu c'est quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans la signalétique sur l'ensemble du site, parce que si chacun a un vocabulaire graphique différent pour orienter le public sur chacune des palissades, peut-être que les usagers vont être un peu perdus. Donc l'objectif ça va être de se mettre d'accord collectivement sur un langage commun en reprenant le meilleur de chacune de vos propositions, enfin des propositions des lauréats, et en aboutissant à une proposition commune que vous intégrerez collectivement ensuite dans vos palissades. Voilà. Donc le rendu 3, le 7 décembre, pour habiller les palissades d'une deuxième phase de chantier, puisque Jean-François vous disait que le chantier va démarrer dès octobre, et ça sera principalement les chantiers de fouilles archéologiques qui vont démarrer à l'automne. Et après, les chantiers, on va dire, d'espace public, à proprement parler, ils démarreront plutôt début 2026. Et donc, c'est là que vos projets pourront commencer à être installés sur les palissades de chantier. Hop. Voilà, j'ai un peu zappé les dernières étapes, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et donc, on va pouvoir passer à la présentation des sites. Et je vais passer la parole à Manon. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-François ? Juste vous souhaiter bon courage. Moi, je vais devoir vous quitter. On compte beaucoup sur vous. Voilà, n'ayez pas peur de l'enjeu. Lancez-vous. Et franchement, voilà, j'ai l'impression que c'est hyper bien organisé. Et vous serez accompagné tout le long, donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que c'est vraiment c'est chouette, quoi. En tout cas, ça nous motive beaucoup, nous. J'espère que vous aussi. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Alors Manon, tu as, hop, voilà. Alors, parfait. Le but pour finir, ça va être de vous présenter plus précisément les 8 sites. Plus précisément, en tous les cas, vous les donnez à voir, parce qu'après, au moment du meet-up, vous allez un petit peu pouvoir justement les creuser, et puis qu'à terme, le vrai contenu, comme le disait Laurence, on vous le fournira plutôt dans les semaines à venir. Ces 8 sites, je le rappelle, c'est un lauréat par site et 2 phases d'affichage différentes. Le premier site, donc je vais passer site par site comme des petites fiches d'identité, parce que sur chacun des sites, vous avez une lettre qu'on a évoquée tout à l'heure sur les plans, un titre pour bien localiser cet espace, et un sous-titre pour essayer de donner à voir les enjeux propres à ce site. Donc pour le site A, on est le long de la rue de la Cité, dont on parlait tout à l'heure en plan, qui est une rue assez passante, où au final l'affichage se fera avec un système vu de loin. On verra votre palissade A depuis le trottoir d'en face. Ce site A, c'est donc la lisière. La lisière, Jean-François en parlait tout à l'heure, c'est ce premier rideau végétal qui laisse transparaître en quelque sorte la cathédrale, qui est aménagé au niveau de la petite placette, donc au niveau des anciennes rampes du parking, qui seront comblées, végétalisées. Donc le but de ce site, ça sera de donner à voir l'histoire de cette placette, les rampes du parking, mais aussi la constitution de cette lisière, qui permet de découvrir étape par étape la cathédrale. Le site B, lui, on passe totalement de l'autre côté de la cathédrale. On est au niveau de la pointe de l'île, on est au chevet de la cathédrale. Et là, tout l'enjeu, c'est les continuités. On a pas mal parlé de 2 squares, Jean 23 et de l'Île-de-France. Le but ici, ça sera de mettre en évidence l'histoire de cet espace, une ancienne morgue, l'arrivée du mémorial des martyrs de la déportation, mais aussi tout l'enjeu de la continuité qui est créé dans le cadre du projet de l'équipe de Basmet. Avec aussi la création de nouveaux espaces d'accueil pour le mémorial des martyrs de la déportation. Le site C, quant à lui, c'est le fameux site qui est en angle. Le seul site en angle, pourquoi ? Parce que c'est le site de la crypte, c'est le site qui est placé exactement devant l'entrée actuelle de la crypte. Durant la période des travaux du chantier, la crypte restera ouverte au public. Donc ce qui sera important sur ce site, c'est de mettre en évidence l'entrée de la crypte, qui est conservée, de donner à voir au final ce qui est aujourd'hui caché, le sous-sol avec la crypte, mais aussi de parler des fouilles archéologiques qui sont présentes dans la crypte, mais aussi celles qui vont être menées dans le cadre du chantier. Donc bien insister sur ces 2 endroits-là et surtout mettre en valeur la nouvelle entrée de la crypte, le métier d'archéologue, ce qui est caché sous ce parvis depuis toujours. Le site numéro D.
Le site D, lui, c'est le parvis. Donc on est plutôt dos à la cathédrale, mais on est en train d'avoir des vues assez proches. On est sur un espace très circulé, entre le pont double et la rue d'Arcole, contrairement à la rue de la Cité, qui est une rue voiture que je vous présentais tout à l'heure sur le site A. Là, ici, on est sur un espace piéton nord-sud, énormément circulé par les visiteurs. Le but ici sur le parvis, ça sera de parler de l'aspect unifié du parvis. On en a pas mal parlé par la matérialité qui est choisie, par ce petit parvis et ce grand parvis, mais aussi être en capacité de raconter l'histoire du parvis. Un parvis fragmenté, énormément bâti, qui devient aujourd'hui un parvis unifié avec un pavement travaillé, un motif de calpinage, etc. Je continue sur le site E. Le site E, il est aussi sur la phase d'affichage du chantier, de la première phase d'affichage. C'est le dernier des 5 sites. Il est situé, lui, devant l'issue de secours de la crypte. Il est situé perpendiculairement à la cathédrale. Il est en fait sur le parvis qui sera laissé accessible sur la première période du chantier. Lui, le but, ça sera de mettre en évidence l'histoire du parking, dont Jean-François vous a parlé, et tout l'enjeu de gros œuvres. Il a de casser une première dalle, de créer des ouvertures sur le quai. Donc vraiment cet enjeu gros œuvres, ouverture, et surtout quels sont les nouveaux usages qu'offre cet accueil. La librairie, la cafette, l'accès à la crypte, etc., dont on a pu parler tout à l'heure. Donc donnez à voir ce qui se passe et les enjeux de gros œuvres qui se passent du parking à l'accueil, un nouvel espace en sous-sol. Là, on arrive sur la deuxième phase d'affichage. On a eu nos 5 sites de A à E, et on arrive sur la deuxième phase d'affichage avec le site de la Clairière. C'est une thématique qu'on a évoquée aussi tout à l'heure, avec cette enveloppe végétale au final qui fera presque tout le tour de la cathédrale, avec un parvis qui était à l'époque bâti, donc à l'époque ombragé, qui est aujourd'hui un parvis très ensoleillé, et comment dans cet espace on arrive à revégétaliser tout cet endroit. Le site G, lui, il a pour thématique plutôt l'île de fraîcheur. On en a parlé un petit peu avec la végétalisation, que ce soit au niveau de la placette ou sur tout le pourtour et tout le nouveau paysage qui sera créé avec les 165 nouveaux arbres qui arrivent. Là, ici, le sujet, ça sera aussi de parler de cette esplanade d'un point de vue changement climatique. Elle était ombragée par le passé, elle est ensoleillée aujourd'hui. Comment aujourd'hui, par l'albédo dont on a pu parler tout à l'heure, la matérialité de sol, mais aussi la gestion des eaux de pluie et la fameuse lame d'eau dont on parlait tout à l'heure, cette nouvelle esplanade devient un espace où il fait bon vivre et on a envie de faire une file d'attente ou de déambuler. Et le dernier quai, le site H, qui lui au final donnera à voir derrière, aura le chantier derrière, mais sera sur un parvis provisoire. Lui, le but, c'est surtout de parler des quais. Vous le voyez, il est proche des quais, proche de la Seine. Le but de ce linéaire-là, ça sera de parler de ce qui se passe en sous-sol, mais surtout de ce qui se passe dans la nouvelle reconnexion du quai au fleuve. Que ce soit par l'aménagement du quai haut, donc vraiment la végétalisation, le nouvel belvédère créé dans le cadre du projet de Basmet, mais aussi les 12 ouvertures dont on parlait au niveau du quai bas. Donc le nouveau rapport à la Seine et la reconnexion à l'eau qui était inexistante avec l'ancien Hôtel-Dieu, les photos que Eva nous a montrées en introduction. Ces 8 sites, ils ont chacun leur nom, leur thématique. Le but, vous l'avez compris, c'est pas que vous parlez de tous les sujets que je viens de dresser, mais que chaque site ait sa thématique et son contenu, aussi bien historique, projet, chantier, métier et signalétique dont vous parlez Laurence tout à l'heure. Votre but à vous, ça va être parmi ces 8 sites, d'en prendre connaissance et de voir quels sont ceux que vous préférez, pour n'en choisir qu'un seul au moment de votre inscription. Donc de vous mettre d'accord avec les autres membres de votre équipe, pour n'en choisir qu'un seul qui vous inspire plutôt des sujets végétales, des sujets de continuité, des sujets autour des fouilles archéologiques, de l'unification par la matérialité, du gros œuvre en sous-sol, de l'enjeu d'un nouveau paysage à l'échelle de l'île, des enjeux de changement climatique ou des enjeux de rapport à l'eau qui sont du coup, en grands traits, les 8 thématiques qui vous sont proposées dans ces sites-là. Qu'est-ce que vous allez mettre sur les palissades? On en a un petit peu parlé, mais au-delà de ces premiers aperçus qu'on vous a donnés là, vous allez à chaque fois avoir un chapeau. Donc c'est des chapeaux que vous allez découvrir dans le cadre de la facilitation graphique du Meetup qui vous attend juste après. Vous allez avoir aussi des textes qui vous racontent un peu tout ce qu'on s'est dit là, mais bien cadrés par thématique. Ces textes-là, vous pourrez les utiliser tels quels, donc vraiment en copier-coller sur certaines parties de vos linéaires si vous en sentez le besoin, mais aussi les réinterpréter, les adapter, parce que le but de ces textes, ainsi que ces images, ça va être de les mettre en récit.
de les rendre accessibles, de narrer, de raconter tout ça avec votre patte graphique et votre sensibilité à vous. Vous allez donc avoir le chapeau, le texte, mais aussi de l'iconographie. On l'a vu avec les images d'archives sur lesquelles s'est appuyée Eva pour vous raconter l'histoire des abords de Notre-Dame. Vous allez aussi avoir une iconographie de la même manière. Vous pouvez l'utiliser telle qu'elle, en veillant bien sûr à citer les crédits et les sources, ou aussi la réinventer. Et du coup l'illustrer avec votre propre patte à vous. Le but, ça sera, je vous l'ai dit, d'articuler les notions de texte, les notions d'iconographie sur ce linéaire pour raconter votre propre histoire, votre propre perception d'un des sites choisis. Les palissades, on en a parlé rapidement. Alors on a parlé de linéaire, de mètres, etc. Mais en fait, ces palissades, c'est des modules de 2 mètres de large qui s'enchaîneront les uns derrière les autres, sur lesquels vous aurez une zone d'affichage d'1,50 m de hauteur située à 50 cm du sol. Ça donne un petit peu ce type de linéaire-là, au sein desquels il sera nécessaire d'avoir un panneau d'information de chantier. Ça, c'est côté maîtrise d'œuvre, ville, qui aura ces informations qui sont réglementairement nécessaires. Un panneau introductif. Ce panneau introductif, il expliquera le contexte du concours, mais surtout, il mettra en lumière vous qui vous êtes en tant qu'équipe, ayant répondu sur l'ensemble du linéaire qui se déroulera à la fin. Et à la fin, un fameux pic de chantier. Tous ces linéaires, je le rappelle, ils sont en un seul tenant, à l'exception du site C, celui de la crypte, qui était un petit peu en angle. Ils ont tous des durées et des linéaires différents, mais vous l'avez vu, ils ont tous leurs avantages, leurs thématiques spécifiques et leurs particularités. Certains d'entre eux aussi respectent quelques enjeux de chantier, des issues de secours, des entrées camions, etc. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien les respecter. Et au sein de ces panneaux de chantier, vous pourrez rajouter, Laurence l'évoquait rapidement, les fameuses ouvertures. Ça, pareil, elles seront de forme carrée ou rectangulaire, orthonormée on va dire, pas de forme courbe, et avec quelques petites contraintes structurelles qui sont détaillées dans le règlement, mais qui, elles, seront un enjeu pour vous de donner à voir certains éléments à l'arrière du chantier, de créer de la transparence, voire même d'y apposer les fameux vinyles dont parlait Laurence tout à l'heure, qui permettront d'habiller ces fenêtres à proprement parler. En conclusion, quelles sont les prochaines étapes ? Déjà choisir votre site, vous en doutez, mais avant ça, il faut d'abord constituer votre équipe pluridisciplinaire de manière non obligatoire, mais le fameux Meetup peut vous permettre justement de rencontrer d'autres disciplines et d'enrichir votre équipe. Participez à l'atelier Meetup, là on va faire une petite pause et puis après vous allez pouvoir justement commencer à échanger, à vous rencontrer. N'hésitez pas, si vous avez besoin de constituer une équipe, de partager votre profil. Certains d'entre vous l'ont déjà fait au moment de l'inscription en remplissant une petite fiche d'identité accompagnée d'un visuel. C'est le premier linéaire que vous aurez juste là en sortant. C'est plein de petites cartes d'identité des participants qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Si vous ne l'avez pas fait et que vous le souhaitez, vous pouvez aussi les remplir pendant le petit verre qu'on va prendre tout à l'heure. Mais cet espace Meetup, il sera aussi en ligne pour pouvoir consulter les profils des autres camarades. J'aimerais bien travailler avec un paysagiste. Je n'ai pas du tout cette casquette-là, je suis architecte. J'ai envie d'avoir un paysagiste dans mon équipe. Je peux regarder sur cet espace Meetup quel paysagiste pourrait du coup se mettre en binôme avec moi, ou en trinôme, ou en quadrinôme, dans la limite de mon équipe. Échanger aussi sur un groupe WhatsApp. Vous allez le voir, dans la cour, on a mis à plusieurs endroits un QR code. Ce QR code, il vous permet de rejoindre le groupe WhatsApp au sein duquel vous pourrez échanger librement entre étudiants, mais aussi au sein duquel nous, on vous donnera des grands temps forts, des grands moments clés. Vous rappelez le 24 mai qu'il ne vous reste plus que 3 jours pour vous inscrire, ou le 14 juin que dans 2 jours c'est le rendu 1, et ainsi de suite pour un peu ponctuer le calendrier jusqu'à vos inscriptions et jusqu'au rendu. Une fois que vous êtes rencontrés, que vous avez échangé sur le WhatsApp, que vous avez votre équipe, temps numéro 2, choisir son site. Donc consulter les données qu'on vous aura transmises d'ici là, mais aussi pourquoi pas participer à des visites. La première d'entre elles, on peut déjà vous l'annoncer, c'est le 13 mai après-midi. On vous conviera à une visite des espaces publics. Donc au final, on fera le tour de la cathédrale pour découvrir l'ensemble des espaces publics et les enjeux chantiers qui les concernent. Et on finira au mémorial des martyrs de la déportation pour avoir aussi une visite de cet espace. Donc d'autres visites ponctueront aussi le calendrier jusqu'à la phase d'inscription. On vous mettra aussi en ligne au fur et à mesure du concours. Le but, c'est beaucoup d'informations aussi, de les étaler dans le temps pour que vous en preniez connaissance au fur et à mesure. Des capsules vidéo qui seront mises en ligne afin de mettre en valeur des métiers, mais aussi des sujets particuliers qui sont nombreux et qui n'ont pas tous pu être développés ce soir.
Une fois que vous avez votre équipe et votre site, le but, ça sera de s'inscrire avant le 27 mai. Pour ça, vous aurez l'inscription d'un mandataire, donc d'une personne, si vous voulez, responsable au sein de votre équipe, responsable dans le temps mandataire, au sein de votre équipe, et ensuite l'inscription des autres membres de l'équipe. J'insiste sur le fait que le mandataire est le premier à s'inscrire et débloque ainsi l'inscription de ses futurs collègues. Et ensuite, travailler, avancer, avoir plein d'idées jusqu'au 16 juin 2025. Pour résumer tous ces éléments-là, vous allez avoir plein d'infos en ligne qui sont tous et toutes accessibles sur l'espace candidat, qui sera accessible sur notre site. Dans cet espace-là, vous aurez les fameuses fiches de vos étudiants, le récap des sites, l'icono accessible, tous les éléments à télécharger, l'accès à l'inscription, les ressources en ligne, les gabarits de rendu à télécharger, le cahier des charges ainsi que le règlement déjà téléchargeable aujourd'hui, ainsi qu'une FAQ, un espace de questions-réponses. Vous avez déjà commencé individuellement à nous envoyer des mails parfois. Le but dans un concours où il y a plein de participants, c'est de rassembler les questions-réponses au sein d'un même espace. Voilà pour l'ensemble des informations. Et une toute petite précision pour le choix de vos sites, vous l'avez compris, chaque site aura un seul lauréat, une seule équipe lauréate. Donc vous avez un intérêt à vous répartir sur les sites, à pas tous choisir le même. Et pour pouvoir vous aider à faire ça, on va vous communiquer au fur et à mesure des inscriptions les statistiques de choix des sites. Comme ça, quand vous choisirez votre site, vous pourrez voir s'il a déjà été beaucoup pris ou s'il a été peu pris. Et du coup, voilà, si vous êtes nombreux à avoir sélectionné ce site-là ou pas. Donc ça sera aussi dans l'espace candidat. Vous aurez ça en temps réel, en ligne, dans l'espace candidat. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ?